Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission sur la brèche. Ce dimanche, je reçois pour vous Dr Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement, ancien chef de la diplomatie burkinabé, ancien conseiller spécial du président de la BAD, la Banque africaine de développement, ensuite conseiller spécial du président de la commission de la CEDEAO, ancien directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. Ablassé Ouedraogo est aujourd'hui consultant en relations et stratégie internationale. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être ici à cette 3e émission de Sur la brèche. Et je voudrais vous souhaiter plein vent, plein succès. Soyez courageux, inclusif et objectif. Je vous remercie. Économiste de formation, ancien ministre, ancien haut fonctionnaire international avec un carnet d'adresses bien fourni, un CV aussi. On ne vous a plus vu occuper un poste à l'international depuis que vous avez été mandaté par le président de la Commission de l'Union africaine comme son représentant spécial pour la crise malgache. On se souviendra également du flop de votre candidature à la direction générale de l'ONUDI et pourtant vous avez théoriquement, on va dire, les ressources pour être positionné à l'international et jouer les premiers rôles. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Dr Ouedraogo? Avant de répondre donc à cette question, si je pouvais le dire, je voudrais, à la veille de la Tabaski, qu'on appelle la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton, souhaiter à l'ensemble de la communauté musulmane, non seulement du Burkina Faso, mais d'ailleurs à travers le monde, bonne fête. Je voudrais donc que, dans cette célébration, la paix, le bonheur, la santé accompagnent tous les habitants de notre planète. Je ne peux pas terminer cette introduction sans ne pas faire un coucou à tous les amis qui nous regardent à travers le monde grâce aux satellites et aussi un petit câlin à ma famille à New Rochelle et au Canada. Et je voudrais, du fond du cœur, présenter à la famille Touré et à la grande famille de la diplomatie du Burkina Faso mes sincères condoléances suite au décès de l'ambassadeur Amidou Touré qui a été conduit à sa dernière demeure hier. Voilà un fonctionnaire qui a commencé sa carrière avec moi quand j'étais ministre des Affaires étrangères en 1996. Et c'est le prototype de diplomate qu'il faut à notre pays parce qu'il est affable, il est discret, il est travailleur, il est patriote. Paix à son âme. Bien, on revient donc à cette question sur votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui explique qu'avec le carnet d'adresse qui est le vôtre et avec le CV qui est le vôtre, que vous n'ayez pas pu être positionné à l'international après donc votre rôle en tant que représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la crise malgache? Non, en fait, c'est très simple. Chaque chose en son temps. Quand j'ai fini ma mission sur Madagascar, je suis revenu au pays et je me suis lancé dans la politique active. Naturellement que, comme mon cœur était beaucoup plus ancré au Burkina Faso, j'ai donné beaucoup plus d'importance à mes activités au niveau national que de chercher à ressortir. Et puis, quand vous avancez en âge, il faut savoir faire un repli tactique. Et c'est ce que je suis en train de faire en m'installant définitivement au pays après plus d'une trentaine d'années dans la vie internationale. Donc c'est un choix que moi-même je me suis imposé. Sinon, ce n'est pas parce que je n'avais pas la possibilité de ressortir. Mais je pense que je peux être utile à mon pays en contribuant un tant soit peu à la dynamisation de la vie politique de notre pays. Alors, de cette politique active, parlons-en. Votre candidature à la magistrature suprême à la faveur de la présidentielle de novembre dernier n'a pas non plus prospéré. Pour faire simple, est-ce qu'on peut dire que les Burkinabés ne veulent pas du Faso autrement ou qu'ils ne veulent pas le Faso autrement? Grande question. Non. Je crois qu'il faut être humble. C'était la première fois que je m'essayais à la candidature à la présidence du Faso.
Et je pense que je n'ai pas été piètre dans mon comportement, ni dans mes résultats. C'est vrai que j'ai obtenu près de 2%, et je suis arrivé en 5e position. Je sais où nous avons péché au niveau de notre parti, c'est le manque de moyens pour acheter les consciences. C'est là qu'était donc notre goulot d'étranglement. Malheureusement, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut aller acheter les voix en utilisant la corruption pour pouvoir arriver au pouvoir. Malheureusement, c'est ça qu'il faut faire pour arriver au pouvoir de nos jours. Et moi, c'est là où vous jetez les discrédits quand même. non, ce n'est pas une question de discrédit. Vous êtes de la presse, vous avez vu comment on a distribué de l'argent dans ce pays. Et je vous dis que si je n'ai eu que ce score de 2%, c'est tout simplement parce qu'on a volé mes voix dans les bureaux de vote. Et je sais comment ça s'est passé. Dans un bureau de vote, vous avez la fiche de dépouillement et le procès verbal. C'est comme si une consigne avait été donnée. Dans beaucoup de bureaux de vote, les résultats de Ablassé Ouedraogo et du parti Le Faso Autrement sur la fiche de dépouillement n'ont pas été tous reportés sur le procès verbal. Et comme c'est le procès verbal qui sert de base de calcul, voilà comment nous avons perdu. Mais pourquoi cela est arrivé? Très simple à comprendre. Soit parce que nous n'avons pas eu suffisamment de moyens pour doter nos délégués dans les bureaux de vote. L'État a donné 1000 francs, nous on a ajouté 500 francs. Je suis conscient que ce n'était pas suffisant. Et les autres sont arrivés à donner 20 000, 30 000. Soyons humains. Et voilà comment on a pu gérer donc des situations comme les nôtres. Mais c'est une bonne expérience et je pense que la prochaine fois, nous ferons mieux. Est-ce que, avec le recul, vous n'avez pas également le sentiment que la polémique, on va dire, née de la dérive ethno-régionaliste qu'on vous a prêtée, avec notamment cette fameuse formule du Mouara, musulman du plateau central, est-ce Fils que de cultivateur, ça n'a pas été pour quelque chose? Je vais vous rassurer, Si Koulibaly. Ablassé Ouedraogo a une identité. Vous avez une identité. Et je n'ai pas honte de dire qui je suis. Ce que je refuse, c'est qu'on me prête l'intention d'avoir utilisé ça comme un atout. Non. Ablassé Ouedraogo a des atouts beaucoup plus importants que son origine. Et tout le monde sait, vous avez fait la description de ma carrière tout à l'heure. Je pense que si on devait classer les candidats à la dernière élection présidentielle selon les capacités, peut-être que j'allais être élu. Parce qu'il n'y a rien. Si on fait une comparaison des CV, de l'expérience, je pense que je venais en tête. Mais une élection, c'est un choix des populations. Je n'ai pas de honte, je n'ai pas de complexe. Mon identité, c'est celle que vous avez déclinée. Et je pense que ça, c'est une page que nous avons tournée depuis longtemps. Et les gens me donnent raison de toutes les façons. C'est le journal qui l'a sorti, qui a mal interprété ma façon de parler. Mais je tire la leçon et la prochaine fois, je saurai comment dire ça d'une autre façon. Alors, dernière question sur ce volet de votre parcours, on va dire, en rupture de banc avec le régime Compaoré, on vous a vu lutter contre la modification de l'article 37 et la mise en place du Sénat. C'est un fait de l'histoire également que vous êtes un insurgé, que vous avez en tout cas participé à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Or, paradoxalement, on constate que le Faso Autrement n'a pas récolté, on va dire, les dividendes de votre engagement dans toutes ces batailles. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amer, ou pour dire les choses crûment, est-ce que vous avez du ressentiment à l'encontre des Burkinabés? Non, je pense que chacun a son destin. Déjà, le fait que je sois en bonne santé, participant à votre émission, je rends grâce à Dieu. Et je sais que mon avenir est devant moi. C'est vrai que j'espérais mieux que ce que j'ai obtenu, mais comme je vous ai expliqué, par rapport à ce qui s'est passé dans les bureaux de vote, tout simplement parce que nous, on n'avait pas beaucoup d'argent pour donner aux uns et aux autres, j'ai dit, je remercie Dieu de m'avoir permis de vivre cette expérience, de me maintenir en bonne santé et en vie. Nous verrons ce qui va se passer d'ici 2020. Et tant que vous n'êtes pas mort, il y a toujours de l'espoir. Et Ablassé Ouedraogo, que vous voyez devant vous, est un optimiste convaincu. Moi, je n'ai peur de rien, à part Dieu, sur cette terre-là.
Alors, in fine, vous avez rejoint les rangs du chef de file de l'opposition, non sans avoir fait en vain, en tout cas ce qu'il s'est dit, des yeux de chimène au président Roch Kaboré et au MPP. Et que ce serait donc en désespoir de cause que vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce que c'est cela le contexte de votre arrivée dans l'opposition? Non, je vais être franc avec vous, franc et sincère. C'est vrai que après les résultats, je suis allé le premier après que la CENI ait publié les résultats. Ce qui est différent du geste de Zéphirin Diablé qui est allé féliciter Roch Marc Christian Kaboré avant même que la CENI n'ait donné les résultats. Moi, j'ai pris la décence d'attendre que les résultats soient donnés pour aller le féliciter. Et à cette occasion, nous avions convenu de nous revoir pour regarder comment on allait tous participer à la gestion de l'État, des affaires de l'État. Ce qui est normal parce que nous, ensemble, on était au CEFOP et on devait quand même, ensemble, travailler pour maintenir et stabiliser cette situation nouvelle que nous avons tous provoquée. Le jour de son investiture, le 29 décembre, il m'a redit la même chose. Donc, j'attends et j'apprends dans les couloirs qu'on est en train de faire des consultations, mais pas de façon autrement dans le jeu. J'ai dit, mais écoutez, s'il y a quelqu'un qui a travaillé pour l'avènement de la nouvelle situation, je pense que je compte. Ayant été le principal coordonnateur de l'organisation de toutes les manifestations et tout le monde m'a vu à l'œuvre. Donc je me dis que quelque part, il y a comme une injustice. Mais ça, ce n'est pas le problème. Mon problème, c'est que si j'ai cherché à voir le président Kaboré, c'est simplement pour lui apporter mon point de vue sur la façon dont le pays est géré actuellement et sur les difficultés que nous traversons tous en ce moment. C'était simplement une contribution, un appui pour qu'il réussisse dans sa mission. Il ne l'a pas fait et j'ai trouvé une formule pour lui communiquer ce que je voulais. C'est à travers donc cette lettre ouverte que je lui ai adressée. Et puis, je pense qu'il a su ce que je voulais lui dire et j'espère qu'il en a tenu compte dans ces démarches qu'il est en train de faire maintenant. Alors, à présent, je voudrais que l'on partage, on va dire, vos vues et perspectives sur un certain nombre de faits marquants de l'actualité au Burkina, à commencer par le dossier Kameg. Pour le rappel des faits, il y a le sitting d'une semaine observé par les travailleurs de la centrale. Le jeudi 8 septembre, un sursis à exécution du nouveau récépissé délivré par le ministère de l'administration territoriale est ordonné par le tribunal administratif. Il y a aussi la tentative avortée d'installer le nouveau DG nommé par le conseil d'administration querellé. Et enfin, le vendredi, on a assisté au renvoi en délibéré pour le mardi 13 du dossier porté devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Voici donc quelques éléments du puzzle juridico-administratif dans lequel on se trouve dans ce dossier Kameg. Comment est-ce que vous analysez la situation? Je pense que vous avez tout dit. L'affaire est au tribunal de grande instance et le délibéré est prévu pour dans 2 jours, mardi 13. Attendons de voir. Mais en attendant cela, je voudrais essayer, autant que faire se peut, et selon ma compréhension, expliquer mon point de vue par rapport à cette situation regrettable que vit la Kameg. Pour cela, il faut retourner au moment de la création de cette structure. C'était un projet qui a été mis en place en 92 et qui a été par la suite en 94 transformé en une association dans sa forme actuelle. Et ce qui a poussé le gouvernement d'alors à mettre en place la Kameg, c'était simplement pour permettre aux Burkinabés, pour permettre aux malades, et nous sommes tous de potentiels malades, de se rapprocher du médicament et d'avoir accès aux médicaments. Parce qu'à l'époque, dans les campagnes, il n'y avait pas de pharmacie. Et même dans les grandes villes, les pharmacies étaient rares. Alors, ce qui a poussé
la CAMEG a occupé la place qui est la sienne aujourd'hui, c'est suite à la dévaluation du franc CFA. Si ma mémoire est bonne, c'était le 11 janvier 1994. Et à la suite de cette dévaluation, le médicament, tout comme les autres produits importés de l'extérieur, ont connu une augmentation subite du jour au lendemain. Et il fallait trouver une solution pour continuer à accompagner les Burkinabés et surtout les malades à avoir des soins, à avoir des traitements. Voilà comment on est passé donc du médicament breveté au médicament générique qui coûtait naturellement beaucoup moins cher. Donc, si on garde à l'esprit que c'est pour approcher le médicament du consommateur, du malade, que c'est pour rendre le médicament accessible aux consommateurs que la CAMEG a été créée, la bagarre de chiffonnier qu'il y a aujourd'hui entre le ministère et le conseil d'administration et le DG n'a pas de raison d'exister. Parce qu'il faut, dans ces circonstances-là, mettre l'intérêt général, l'intérêt supérieur au-dessus des intérêts personnels et particuliers. Et je dis que cette histoire peut être réglée rapidement. Tout le monde sait que la CAMEG traverse une situation financière difficile. Tout simplement parce qu'on peut faire des reproches à la gestion de la CAMEG. Écoutez, voilà une structure, et tout le monde sait qu'on fait de l'argent dans le médicament, qui aujourd'hui n'est pas en mesure d'honorer ses factures de fournisseurs, qui aujourd'hui n'arrive pas à recouvrer ce que les hôpitaux lui doivent, qui aujourd'hui s'est super endetté auprès des banques privées, qui aujourd'hui s'est lancé dans une politique de construction d'infrastructures. Allez à Tinkoudgo, à Dori, à Dédougou, à Bobo, à Ouaga, et j'en passe. Oui, mais cette politique non, permet j'arrive, de vous allez le médicament des populations de ces régions. On n'a pas besoin de structures lourdes comme ça. Quand il n'y a pas de médicaments à mettre dedans, on n'a pas besoin de structures aussi lourdes pour mettre dans les régions. À Ouagadougou aujourd'hui, allez à Tengandgo. La CAMEG qui dispose déjà de beaux bureaux à la ZAD est en train de construire un autre bâtiment et le montant semble être autour de 7 milliards. Quand vous avez une enveloppe de 10 milliards que vous êtes incapable de payer à vos fournisseurs, votre politique est d'aller construire des bâtiments quand votre objectif était de trouver le médicament pour les malades. Moi, je dis, il faudrait qu'au Burkina Faso, on sache savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est l'essentiel. De toutes les façons, le ministre a mal communiqué. Et comme on dit à Moré, ça veut dire que malheureusement, la direction générale et le conseil d'administration a expliqué mieux que le ministre. Et ce qui a fait le problème, c'est parce qu'il y a eu insuffisance dans la communication. Et moi, je dis que si j'avais été le ministre, cette situation est inacceptable quand on voit les difficultés financières de la CAMEG. Je commanditerai immédiatement un audit pour regarder si la gestion répond aux normes. Et dans l'audit là, je ferai relire les statuts là et la composition du conseil d'administration même. Pourquoi? En 1994, quand le décret organisant donc la CAMEG était sorti, le Burkina Faso n'était pas dans sa situation actuelle. Dans le conseil d'administration, et dans la CAMEG, vous avez les partenaires techniques et financiers. Vous avez les consommateurs avec la Ligue des consommateurs et vous avez l'État. L'État, c'est le ministère des Finances et le ministère de la Santé. Au jour d'aujourd'hui, si on veut être regardant, le ministère de la Défense a sa place parce que les militaires consomment aussi des médicaments. Le ministère de l'Action sociale a sa place parce qu'au moment où on créait la CAMEG, le ministère de la Santé s'appelait ministère de la Santé et des Affaires sociales. Mais ça a évolué. De créer une superstructure. Il faut adapter les structures en fonction des besoins du moment. Et moi, je vous dis, remettez le besoin d'avoir le médicament à la disposition des malades et des Burkinabés. Et c'est ça la raison d'être de la CAMEG. Si moi j'étais docteur Kadiba,
je ferai tout pour arrondir les angles avec le ministre. Tout simplement parce que un individu ne peut pas se battre contre une administration. Et même si, dans 2 jours, la justice lui donne raison, je ne pense pas qu'il va pouvoir survivre dans un tel environnement. Et qui est le perdant dans cette affaire? C'est vous, M. Coulibaly, c'est moi, parce que nous sommes demandeurs de médicaments. Et je voudrais lancer un appel aux uns et aux autres. Oubliez vos intérêts personnels, là, égoïstes, là, et travaillez pour que l'ensemble du Burkina puisse bénéficier de structures utiles comme la CAMEG. Et je vous dis, je vais le mentionner. Pendant la transition, on avait proposé Dr Compaoré pour remplacer Sanfo, qui venait de l'ONATEL. Le personnel a demandé que Mamoudou Compaoré ne soit pas nommé. Ça n'a pas été fait. C'est comme ça que M. Kadeba est arrivé. Donc nous sommes dans une situation où malheureusement, le manque d'autorité de l'État fait que, même si l'État a des décisions à mettre en œuvre, il n'arrive pas à le faire. Parce que tout le monde dit, plus rien ne sera comme avant. Alors, sur ce dossier CAMEG, le chef de file de l'opposition, pour être plus précis, Zéphirin Diabré, parlant au nom de l'UPC, son parti estime qu'il y a un civisme au sommet de l'État. Est-ce que c'est votre lecture de la situation? Moi, je vous ai donné ma lecture de ce que je sais de la CAMEG et je dis que ce soit le ministre, que ce soit le conseil d'administration ou le DG, moi, je leur demande de se mettre d'accord pour permettre à cette structure-là de fonctionner. Parce que plus que jamais, les populations burkinabées ont besoin de médicaments. Ce matin, j'écoutais sur RFI, au Rwanda, et ils sont à une situation où ils distribuent les médicaments avec des drones. Nous, on n'est pas dans cette situation. On a des routes. On a des structures au niveau des régions. Écoutez, assainissez la gestion de la CAMEG pour mettre le médicament à la disposition des Burkinabés. Et vous savez pourquoi? Nous considérons au niveau du parti Le Faso autrement que la seule richesse de notre pays, c'est son capital humain. Et pour que le capital humain ait de la valeur, il faut lui donner la santé et il faut lui donner la formation. Vous voyez donc l'importance de la CAMEG dans notre stratégie. Le débat aujourd'hui qui traverse la société burkinabé par rapport à cette question de la CAMEG, c'est tout simplement un débat relatif, on va dire, à l'état de droit. L'état de droit et la démocratie dont il est en question suppose le respect de la règle de droit par l'ensemble, on va dire, des éléments du corps social. Sur cette question précise, est-ce que vous pensez que nous sommes dans une démarche de respect des principes de l'état de droit? Écoutez, moi je vous ai fait référence au statut de la CAMEG. Et je vous ai dit que l'affaire est au tribunal. Mais il faut être réaliste. Et je vous dis qu'un individu ne peut pas se battre contre toute une administration. Monsieur Kadeba peut avoir raison devant la justice, on le confirme. Mais il ne va pas tenir. Il ne tiendra pas tout simplement parce que si le ministre veut le faire partir, il trouvera les moyens de lui coller une faute professionnelle qui va le dégager de là où il est. Mais il a été licencié pour faute lourde. Donc, c'est pour cela que je dis, au nom de l'intérêt général, au nom de la lutte pour améliorer les conditions de santé des populations burkinabées, que les uns et les autres laissent de côté leurs intérêts égocentriques et égoïstes et travaillent pour l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Alors, on reste dans la critique de la gouvernance avec la sortie cette semaine d'Achille Tapsouba, le président intérimaire du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui qualifie d'amateurisme la gestion actuelle du pouvoir et s'insurge contre ce qu'il appelle l'effritement des acquis économiques et le non-respect du principe républicain de la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous comprenez ces critiques? Est-ce que vous les partagez? Avant mon ami Achille Tapsouba, dans une conférence de presse, nous avons fait le même constat. La gouvernance Roch Kaboré est faite de tâtonnements, d'hésitation, de tergiversation. Et tout ça, il faut ajouter la poisse
sans égal qui s'abat sur le Burkina Faso aujourd'hui. Nous disons, pour que le Burkina Faso soit relancé économiquement, il y a un minimum de confiance à rebâtir. Confiance à l'intérieur du Burkina Faso, c'est-à-dire que les Burkinabés eux-mêmes doivent se prendre en confiance et entre eux mutuellement être en confiance et avoir des projets communs pour pouvoir relancer la machine. Il faut en outre une confiance sans égale entre nos partenaires techniques et financiers et notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que les partenaires de l'extérieur ne sentent pas que le Burkina Faso est un pays où il y a la stabilité, ne sentent pas que le Burkina Faso est un pays où il y a une paix, ne sentent pas que le Burkina Faso est un pays où il y a la sécurité. Et sur la sécurité, en 9 mois, il y a eu 10 attaques djihadistes. C'est trop. Nous avons un problème avec la sécurité. Et comme vous le savez, l'argent a peur du bruit. Nous disons, il faut qu'on travaille ensemble pour aller vers la réconciliation nationale, pour aller vers la cohésion sociale, pour aller vers l'unité nationale. Cela demande que le président Roch Kaboré appelle tout le monde, fasse le rassemblement. Et c'est comme ça que nous allons avoir un Burkina solide, un Burkina qui va donner confiance à l'extérieur. Quand j'écoute le président de l'Assemblée nationale, qui fustige la Banque mondiale et le FMI, en disant qu'il faut aller chercher l'argent ailleurs, lui-même il sait, il a vécu dans les circuits de la Banque mondiale et du FMI. Aujourd'hui, il pense que ces deux entités-là ne peuvent pas être utiles à notre pays. Je voudrais attirer l'attention des Burkinabés sur le fait que quand vous voulez faire de la mobilisation de ressources, si vous n'avez pas la bénédiction de la Banque mondiale et du FMI, oubliez les efforts que vous allez engager pour la mobilisation des ressources. C'est pour cela d'ailleurs que, par rapport à la table ronde des bailleurs de fonds qui est prévue pour la fin de l'année, enfin, c'était prévu pour juillet, et puis on a changé, et puis on a rechangé, cette table ronde-là, et c'est un ambassadeur d'un grand pays ami du Burkina qui me l'a dit, il n'y a même pas 3, je vous dis, pauvre Ablassé, le Burkina Faso n'aura pas d'argent, parce que personne n'a de l'argent à donner au Burkina Faso dans cette situation. Ça me fait peur. Tout simplement parce qu'il y a une incohérence au niveau du sommet. On dit une chose et son contraire. Vous voulez de l'argent et vous ne voulez pas que ceux qui vous donnent l'argent là soient en mesure de jeter un coup d'œil sur ce que vous faites. Ce n'est pas possible. Et pour cette table ronde, moi j'ai une suggestion que je vais faire en direct au président Kaboré. Dans notre pays, il y a un homme qui a inventé la table ronde au niveau du PNUD. Et je le sais parce qu'à l'époque, moi j'étais jeune fonctionnaire des Nations Unies et nous avons accompagné la procédure, le processus. Il s'agit du doyen Pierre Claver d'Amiba. Il suffit que le président Kaboré demande au doyen d'Amiba d'aider le Burkina Faso à organiser cette table ronde-là. Et avec le carnet d'adresse qu'il a, la bonne image qu'il a, la crédibilité qu'il a, notre pays va en bénéficier. Au lieu de tourner en rond pour aller aboutir à des résultats qui ne vont pas être utiles pour notre population. Ça, c'est une suggestion que je lui fais en direct à partir de votre plateau. Et je dis que notre pays va mal. Et l'insurrection a été confisquée. Tout simplement parce que ce que la population espérait de la nouvelle situation que nous vivons, rien n'arrive. Rien ne se présente. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il n'est pas prévu. On ne perçoit pas qu'il y a une possibilité de changement dans la dynamique qui est en cours. Nous allons vers un gros trou. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Alors, on reviendra un peu sur cette question par la suite. Pour l'instant, je voudrais qu'on aborde un peu les problématiques sur le front social avec la grève du SYNACID, le syndicat national des contrôleurs et inspecteurs du travail, qui reproche notamment à l'État de ne pas respecter ses propres textes. Il y a aussi la grève du SYNATIC pour plus de liberté et pour la revalorisation des conditions de vie et de travail dans les médias publics, au SIG, le service d'information du gouvernement, et dans les directions de communication et de presse ministérielle. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces revendications sont légitimes? Je vais vous dire une chose.
je ne veux pas vous effrayer, mais le mois d'octobre, tel que nous le voyons arriver, risque de connaître une explosion sociale dans notre pays. Tout simplement parce que rien n'est fait pour assurer les uns et les autres. Si vous prenez la loi 081, qui concerne 176 000 fonctionnaires, qu'on doit reverser dans un seul et même cadre, savez-vous qu'à ce jour, moins de 10 000 dossiers ont été traités pour que ces personnes-là aient leur arrêté de reversement? Savez-vous qu'avec la grève du zèle dans notre administration, et cette grève du zèle ne dit pas son nom, toutes les activités sont grippées? Combien de temps allez-vous prendre pour résorber donc les 170 000 dossiers? Et on avait promis que tout allait être réglé au mois d'août. Nous sommes en septembre et nous allons arriver en octobre et tous les fonctionnaires espéraient avoir quelque chose sur leur bulletin de salaire comme augmentation pour résoudre le problème de la rentrée scolaire et universitaire. Vous croyez que les gens vont s'asseoir et regarder? Si on prend le Synatic, ils ont raison. Vous êtes journaliste, M. Coulibaly. C'est, j'allais dire, le métier le plus dangereux et le plus risqué dans ce monde. Imaginez, vous allez, pendant les mouvements que nous avons vécus, tout pouvait arriver à tous les journalistes. N'est pas journaliste qui le veut. Il faut avoir une vocation, il faut avoir une conviction. C'est pour cela que nous nous disons, à partir du moment où les gens doivent vivre du fruit de leur travail, on doit leur donner les meilleures conditions possibles. Et ce que le syndicat, le Synatic réclame, ce n'est qu'un juste dû. Nous disons, dans les services publics d'information de l'État, le problème qui se pose, c'est celui du financement. Prenons la télé ici, nous sommes sur votre plateau. Tout le monde sait qu'il y a un service commercial à la télé et on a assigné à cette EPE-là l'obligation de mobiliser 1 milliard de francs CFA par an. Vous voulez un service public qui marche, qui remplit ses responsabilités de sensibilisation et d'éducation, et en même temps vous voulez faire du commerce. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes dans une situation où, quand quelqu'un arrive au service commercial et il veut payer pour un reportage, pour aller par exemple couvrir un séminaire, mais on prend l'argent de ce séminaire-là et le rôle prioritaire, le rôle fondamental, le rôle principal, le rôle essentiel de la télévision est oublié. Et par exemple, s'il y a un accident sur la route et on doit aller faire le reportage pour sensibiliser, pour améliorer les conditions donc, de circulation, on laisse tomber cette activité-là et on va là où il y a l'argent. Vous pensez que c'est rendre service au peuple en utilisant donc les médias d'État de cette façon? Nous disons, nous tous nous payons selon nos contributions aux impôts parce que vous êtes des fonctionnaires d'État et les salaires viennent des impôts de tout le monde. Il faut que notre gouvernement sache ce qu'il veut. Ou il veut des médias qui jouent leur rôle, qui assument leurs responsabilités d'éducateurs, de sensibilisateurs, pour que tout le monde gagne. Ou bien, si on veut transformer les médias d'État en médias privés, ils n'ont qu'à carrément le dire. Comme ça, chacun sait ce qu'il doit faire. Estime également que, disons, les revendications sont maximalistes. Je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle, je sais en quoi et comment on fait une négociation. Pour avoir été le directeur général adjoint de l'OMC. Quand vous allez pour négocier, et c'est la même chose dans les médiations, vous fixez très haut vos ambitions. La négociation se fait et chacun réduit ses ambitions et on se trouve dans une position médiane qui donne satisfaction à tout le monde. Écoutez, moi je trouve que les journalistes là ont raison de revendiquer. L'État a déjà ouvert à d'autres corps comme la magistrature. Mais pourquoi ne pas donner à tout le monde? Et je vais vous faire une confidence. Quand on regarde les conditions dans lesquelles vous travaillez, mais on comprend pourquoi le journal télévisé de la RTB télé est pauvre. Ce n'est pas parce que les journalistes ne veulent pas travailler. D'abord,
on ne leur donne pas la liberté d'initiative. De deux, on ne leur donne pas les moyens. Et quelquefois, quand vous regardez la télé, il vous arrive de découvrir que le reportage qui est fait là, celui qui allait le faire l'a fait malgré lui. Il n'a pas le choix. Nous sommes à la veille de la Tabaski. Je voudrais rassurer tous les journalistes. Continuez votre combat. Il est juste, il est noble. On ne peut pas faire avancer un pays en fermant les yeux des populations sur ce qui se passe. Vous êtes le quatrième pouvoir, utilisez-le à bon escient. Et nous disons que tant qu'il y a le dialogue, tout peut être résolu. Et le combat que le Synatic mène là aura des résultats, aura des lendemains fructueux pour les membres du Synatic. Alors, docteur Ouedraogo, l'actualité dans la semaine aussi, ce sont ces anciens ministres du dernier gouvernement Tiao qui ont été entendus en début de semaine par la gendarmerie dans le cadre du dossier de leur mise en accusation par le CNT, le Conseil national de la transition, pour avoir participé à ce Conseil des ministres du 21 octobre qui avait à l'époque adopté le principe d'aller à un référendum pour notamment modifier l'article 37 de la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est un pas en avant vers la justice pour les victimes de l'insurrection? Non, je vais corriger un peu. Le Conseil des ministres du 22 octobre là, a examiné le projet de loi que l'Assemblée nationale devait adopter, examiner et adopter le 30 octobre. Oui. J'étais député à l'époque et donc j'essaie de... c'est pour cela que j'amène cette correction. Maintenant, il faut comprendre que dans un gouvernement, et j'ai cette pratique-là aussi, toutes les décisions se font collégialement. Même si dans le Conseil, vous étiez d'un avis contraire à la décision qui a été arrêtée, vous êtes partie prenante dans cette décision-là. Donc, en fait, ce n'est même pas les membres du gouvernement qu'on doit convoquer, c'est le Conseil, parce que c'est cette entité-là. Maintenant, moi, je suis dans une situation où je me pose une question fondamentale. Le Burkina Faso est dans une situation où il y a une crise profonde. Et tout le monde sait que pour sortir de cette crise-là, il faut aller à la réconciliation nationale, il faut aller à l'unité nationale, il faut aller à la cohésion sociale. Est-ce qu'il n'y a pas des actions qui auraient pu être non pas prises pour aider à la construction de cette réconciliation nationale-là? Et je dis, pour ce qui est des ministres qu'on a convoqués, c'est bien. Plus personne ne doit rester impuni. Aucun crime ne doit rester impuni. Je suis d'accord. Mais moi, la question que je me pose, c'est l'opportunité, c'est-à-dire le moment où on a choisi pour amener ce dossier-là sur la table. Retenez que c'est le 17 juillet. Ça s'apparente à un procès d'intention, docteur Ouedraogo? Non, je suis un homme libre, je dis ce que je pense. C'est le 17 juillet 2015 que le CNT a adopté cette loi-là. De juillet 2015 à septembre 2016, c'est combien de mois? On aurait pu faire ça avant. La procédure judiciaire suivait son cours. Deuxième chose, il y a une commission d'enquête qui a été conduite par Maître Batibier Benao, qui a sorti un rapport sur le déroulement des événements des 30, 31 octobre et 2 novembre. Et dans ce rapport, nulle part il n'est fait mention de la responsabilité des membres du gouvernement dans ce qui leur est reproché. C'est le nom de Blaise Compaoré, le nom de Zida et quelques éléments du RSP. Moi, ce que je demande, c'est que nous fassions tous attention. Nous avons besoin de nous réconcilier. Si on doit poser des actes qui conduisent à la division, nous allons tous en pâtir. Et moi, je pense que on ne peut pas faire de la réconciliation sans justice. Mais il ne faut pas qu'en rendant la justice, là, on se trouve dans une situation comme s'il y avait des règlements de compte. Mais quel est le schéma que vous proposez dans toute cette affaire? Parce qu'effectivement, c'est un débat récurrent qui traverse la société burkinabé entre ceux qui estiment notamment qu'il faut la vérité et la justice avant la réconciliation, avec les autres qui estiment que la démarche actuelle qui est adoptée tend à être un facteur de division pour les Burkinabés. Moi, de ce que j'ai vu dehors,
dans mon expérience antérieure dans d'autres pays, rien ne vaut la réconciliation nationale. Rien ne vaut le rassemblement de tous les fils et de toutes les filles autour d'une même et seule cause. Et ça doit se faire à n'importe quel prix? Moi, je vous dis, il vaut mieux vous réconcilier que d'aller à la division et de tout perdre. Vous savez, l'histoire d'un pays n'est pas rectiligne. Il y a des pauses à observer, il y a des accélérations à observer, mais je dis que la seule chance de survie pour notre pays, c'est de travailler pour sa reconstruction. Pour reconstruire le Burkina Faso, il n'y a rien à faire, il faut aller vers la réconciliation nationale. C'est pour cela que je dis, faisons attention. Tout acte qui doit amener la division, la haine, ce n'est pas nécessaire de l'entreprendre maintenant. Est-ce que vous êtes en train de reposer ce débat qui a traversé la période de la transition sur l'inclusion et l'exclusion? Moi, je suis toujours inclusif. Si vous jouez à l'exclusion, et là encore c'est mon expérience qui parle, notamment dans la gestion des réfugiés, des exilés, quelqu'un que vous contraignez à rester dehors, il fera tout pour revenir dans son pays natal, même par la force. Vous allez gagner quelques années, mais vous n'allez pas gagner tout le temps. C'est pour cela que je dis, le pays nous appartient tous, nous l'aimons tous. Oublions ce qui peut nous diviser et travaillons à nous rapprocher, travaillons au rassemblement. Et cette responsabilité incombe au président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré. C'est à lui de jouer au réconciliateur. C'est à lui d'appeler tout le monde. C'est d'ailleurs pour cela, M. Koulibaly, que nous proposons d'organiser des assises nationales sur l'État burkinabé et sur le citoyen burkinabé. Et j'explique. Cela commencerait par une conférence des cadres de l'administration et du secteur privé autour du chef de l'État, et on fait une évaluation de la situation et tout le monde va parler. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus gérer le pays si ce n'est pas de façon consensuelle. Et une fois que les cadres auront compris les difficultés du pays, même le fait que cette loi 081 ne puisse pas être mise en œuvre totalement, les gens comprendront. Ce n'est pas parce que l'État a de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, c'est parce que le pays n'a pas d'argent. Et après cette conférence des cadres, on va maintenant aux assises nationales avec tout le monde. Sa préparation peut commencer à partir des communes, remonter jusqu'aux régions, et après on fait les assises au niveau national. Le Niger l'a pratiqué du temps de Séni Kountché et même de Amani Diori. J'étais en poste au Niger quand Séni Kountché organisait donc ces conférences de cadres. Et puis, si vous acceptez de vous asseoir, de vous parler, de vous regarder, mais ce que vous décidez, tout le monde se sent engagé dans sa mise en œuvre. Et c'est comme ça qu'on bâtit l'unité nationale. Mais certains estiment, à contrario, que faire table rase du passé tel que vous le préconisez, c'est l'autre nom de l'impunité. Je n'ai pas dit de faire table rase du passé. J'ai dit, faisons attention. Les choses qui peuvent être mises de côté, même si c'est momentanément, faisons-le et gagnons du temps en allant vers la réconciliation nationale. Alors, sur les réseaux sociaux, l'actualité, c'est aussi cette déclaration de la coalition d'Itanier, une coalition d'OSC amenée notamment par le Balai citoyen, le mouvement des sans-voix, la génération Cheikh Anta Diop et la génération Kizerbo, donc notamment, qui au regard de ce qu'elle considère comme la perpétuation de l'impunité au nom de la réconciliation nationale appelle à agir pour, dit-elle, défendre la vérité, la justice, la dignité et les accus de l'insurrection qu'elle considère trahie, selon elle, par l'actuel gouvernement. Est-ce que vous reconnaissez dans une telle déclaration? Moi, et je le répète ici, tout acte qui peut contribuer à diviser les Burkinabés, je ne m'inscris pas dedans. Et quand vous écoutez ces derniers temps, telle coalition veut célébrer telle chose,
telle coalition veut faire telle chose. À cette allure, combien de regroupements allons-nous monter dans notre pays? Moi, j'ai dit, et c'est la responsabilité du premier Burkinabé, mettez tout le monde ensemble. Tout ce que les uns et les autres disent là, on se répète. Tout le monde veut le bonheur du Burkina Faso. Tout le monde veut que le Burkina Faso soit un pays fort, un havre de paix. Mais au lieu que chacun individuellement, ou par groupe, ou par sous-groupe, essaie de travailler de son côté, mettons-nous ensemble, on gagnera du temps, on sera efficace. Et même pour un pays qui n'a pas de moyens comme le Burkina Faso, vous voyez qu'on économisera. Moi, je dis, il est temps que les gens abandonnent leurs égos et travaillent pour l'intérêt général dans le sens de la construction nationale et de la réconciliation nationale. Alors la coalition ZEF 2015 pour l'alternance, qui est devenue voilà, la coalition des forces démocratiques pour le vrai changement, a également au cours de cette semaine maintenu son projet d'une conférence nationale des insurgés. Vous pensez que c'est une question d'ego? Non, je pense que, et là je le dis, je pense que ZEF fait fausse route. Il fait fausse route parce que lui qui est le chef de file de l'opposition devrait être la dernière personne à vouloir des sous-groupes au sein du CEFOP. Là, il ouvre un portail. Les autres membres du CEFOP, mais ils seront obligés de se constituer en sous-groupe. Si nous avons réussi notre lutte pour l'avènement de la nouvelle situation que nous vivons, c'est tout simplement parce que dans le CEFOP, nous avions un seul objectif, nous avions une seule ligne de conduite, nous avions la même réflexion. Mais maintenant, si au CEFOP, le chef de file lui-même se permet de créer des sous-groupes, il fragilise le CEFOP et je dis même qu'il se tire une balle dans le pied parce qu'il est en train de vider le CEFOP de son contenu et de sa substance. Il ne faudrait pas qu'il s'étonne un jour que le CEFOP ne réponde plus aux aspirations de la population parce que les autres membres du CEFOP, là, et j'en profite pour dire ici, que le Faso autrement a déclaré publiquement qu'il appartient à l'opposition. Et c'est conformément à une loi qui a été adoptée quand moi-même j'étais député. Et dans cette loi, pour appartenir à la majorité ou à l'opposition, il vous suffit de faire une déclaration publique et d'envoyer la copie de votre déclaration au ministère chargé des libertés publiques, c'est-à-dire le MATD-SI. Nous l'avons fait. Ce qu'on demande maintenant au chef de file de l'opposition, c'est de nous informer quand il y a des activités du CEFOP. Parce que dans la loi, on ne demande à personne d'apprécier quoi que ce soit ou de juger quoi que ce soit. Mais autre chose. En fonction justement de ce que vous êtes en train de dire, le CEFOP est une armature institutionnelle. Pourquoi est-ce que la coalition aujourd'hui amenée par Zéphirin Diabré doit-elle se sentir dans un carcan à l'intérieur du CEFOP? L'unité d'action dont vous parlez au sein de ce CEFOP-là, on constate par ailleurs que les différentes parties qui sont aujourd'hui au CEFOP ont des positionnements politiques diamétralement opposés. Entre ceux qui ont fait l'insurrection et ceux qui ont été emportés par l'insurrection, quelle plateforme politique minimale ils peuvent trouver ensemble? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est faire une mauvaise querelle à Zéphirin Diabré que d'estimer qu'il est en train de diviser le CEFOP? Non, en fait, vous avez terminé le travail. Si Zéphirin Diabré lui-même est convaincu que le CEFOP n'existe plus et qu'il faut qu'il ait sa coalition, mais c'est ce que j'ai dit, il se tire une balle dans le pied parce que lui, il existe parce qu'il y a le CEFOP, parce qu'il a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais si lui-même, il tue le CEFOP, où il va aller? Et je dis d'ailleurs... Est-ce que vous pensez que le CEFOP, dans sa forme actuelle, même est viable? Moi, je n'ai pas encore participé aux activités du CEFOP. Mais mon souhait, c'est que l'opposition burkinabé joue son rôle et un rôle critique vis-à-vis de la gestion de notre pays pour amener le meilleur pour nos populations. Et ce que vous dites me pousse
a demandé qu'on audite le CEFOP, qu'on audite la gestion du CEFOP. Nous qui sommes de l'opposition, nous aspirons à devenir les dirigeants au sommet de ce pays. Mais il vaut mieux qu'on aille regarder ce qu'on fait dans les responsabilités qu'on assume. Et quand je regarde par exemple le CEFOP, avant l'arrivée du président Kaboré, le CEFOP à un moment donné a disparu. Personne ne sait où est passé le matériel. Personne ne sait s'il y avait un budget qui restait. Écoutez, moi, je considère que j'étais un membre actif du CEFOP et j'aimerais savoir comment les 100 millions qui ont été alloués au CEFOP là ont été utilisés. On apprend dans les couloirs que oui, 100 millions, 75 millions, il y a des fonctionnaires qui ont été renvoyés, ils sont allés au tribunal du travail, d'appel en cassation, leur affaire n'est toujours pas réglée. Moi, je dis, ce pays-là nous appartient tous. Et je dis et je répète, vous me donnez l'occasion, il faut qu'on fasse l'audit du CEFOP. Si c'est l'Assemblée nationale, parce que institutionnellement, le CEFOP dépend de l'Assemblée nationale, que le président de l'Assemblée nationale prenne les dispositions pour permettre aux partis de l'opposition de savoir ce qui se passe au CEFOP. D'accord, docteur Ouedraogo, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire sur l'actualité au plan national. À l'international, l'actualité, on va dire, africaine est dominée par la crise post-électorale au Gabon. Jean Ping, qui n'a jamais fait mystère de sa défiance vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, a quand même fini par y déposer un recours, notamment sur le scrutin, les résultats du scrutin dans la province du Haut-Togo. Est-ce que vous comprenez ce revirement? Je suis peiné pour le Gabon. Moi, j'ai commencé mes études supérieures à l'Université nationale du Gabon. C'était en octobre 1973. Donc, je peux dire que les acteurs politiques du Gabon, ceux qui sont actuellement sur la brèche, comme on dit, sont des personnalités avec qui j'ai partagé les bancs de l'université. Certaines personnes, je les ai rencontrées dans d'autres cadres. Donc, je les connais tous. Et ce qui est arrivé au Gabon peut nous pousser à nous demander si la réflexion que le président Chirac avait faite en disant est-ce que les Africains sont mûrs pour la démocratie, cette question-là peut être encore reposée. Tout simplement parce qu'en Afrique... Donc vous souscrivez aux thèses droitières, notamment celle de Sarkozy également, qui dit qu'ils ne sont pas assez rentrés dans l'histoire. Je suis réaliste. En Afrique, nous n'avons pas la culture de la démocratie pour nous. Nous n'avons pas la culture de la République pour nous. Les uns et les autres agissent seulement en fonction de leurs propres intérêts, sans même tenir compte de la loi fondamentale et de tous les textes qui gouvernent la gestion donc des élections. Et c'est le problème que vivent les Gabonais. Moi, ce que je peux prier pour le Gabon, que j'aime bien, parce que j'ai des frères et des amis là-bas, c'est tout simplement qu'ils acceptent de se retrouver, que chacun baisse le ton, mette balle à terre, et qu'ils trouvent une solution inclusive. Le Gabon est un pays riche, la population du Gabon n'est pas élevée, il n'y a pas de raison que les uns et les autres ne trouvent pas leur compte dans une organisation préparée et acceptée de tous. C'est ce que moi, je souhaite pour le Gabon. Si vous prenez le Burkina Faso, on aurait pu tomber dans la même difficulté. Pour peu que, après la proclamation des résultats provisoires par le président Kéré, quelqu'un de l'opposition dise, écoutez, moi, je ne suis pas satisfait de mes résultats, allons pour le comptage à nouveau des bulletins de vote. C'est son droit, c'est dans les textes. Le président Kaboré a gagné les élections avec seulement 3% au-dessus de 50%. Il y avait 14 candidats. Imaginez si on faisait le recomptage et que les petits partis qui n'avaient pas eu les voix viennent à en prendre sur le président Kaboré et sur
Diabré, qui avait 39%, peut-être qu'on serait allé à un second tour. Et quand je me rappelle que le président Salif Diallo dit que si eux, ils n'étaient pas arrivés au pouvoir, on allait aller à une guerre civile, mais on aurait pu, si quelqu'un avait osé demander donc à travers un recours qu'on compte à nouveau les bulletins là, on pouvait tomber dans ce que les Gabonais sont en train de vivre. Mais ce qui a sauvé le Burkina Faso, je le dis, nous avons un socle culturel qui n'existe nulle part ailleurs, qui est bâti autour de 3 facteurs. Le patriotisme. Nous, les Burkinabés, nous aimons notre pays. Et personne ne va aller au-delà de ce qu'il peut faire. Nous savons ce que c'est que le pardon. Nous savons ce que c'est que la tolérance. Et c'est grâce à ces 3 facteurs-là que la gestion de la période post-électorale a été un succès dans notre pays, parce que tout le monde a joué le jeu. Et c'est pour cela que je dis au président Roch Kaboré et à l'ensemble de son équipe, faites appel à tout le monde. La victoire est collective et tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution. Ce message a été bien entendu. On revient sur la crise au Gabon avec ce qu'on appelle, ce que j'appellerais, disons, le silence assourdissant des dirigeants africains. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? On n'a pas entendu des chefs d'État pratiquement se prononcer. Si. Le président Kaboré s'est prononcé. Et d'ailleurs, en faisant sa déclaration, je ne sais pas si c'est pour cela qu'on l'a mis dans le lot des chefs d'État qui soutiennent Jean Ping, mais le Burkina Faso et Roch Kaboré sont classés comme des soutiens à Jean Ping. RFI l'a dit ce matin. Oui. Non, en Afrique, c'est ça qui est dommage. On aime être hypocrite. Tout le monde voit le danger, mais personne ne veut aller mettre le doigt. Tout le monde attend. Et c'est quand ça commence à brûler que vous les entendez faire des déclarations extraordinaires. L'Union africaine avait prévu d'envoyer une mission qui allait être conduite par son président en exercice, le président tchadien Idriss Déby Itno. Qui a été reporté sine die. Qui a été annulé. Ce n'est même pas reporté parce que c'est annulé. Tout simplement parce que je pense qu'au niveau du Gabon, cette mission n'était pas la bienvenue. Et quand vous allez avec un handicap de cette nature, tout simplement parce que les populations du pays dans lequel vous voulez apporter secours trouvent que vous-même, vous n'êtes pas un modèle pour ce qui est de la démocratie, c'est difficile pour vous d'aller et de donner des leçons, d'aller et de donner des conseils. Et malheureusement, en Afrique, on est dans cette situation où beaucoup de chefs d'État ne remplissent pas les critères de démocratie. Et c'est ça qui fait que je dis, on doit encore apprendre la culture de la démocratie, la culture de la République, si on veut réellement faire de ce type d'organisation de la société, à savoir la démocratie, là, notre choix. Et je dis, Chirac avait raison de se poser la question de savoir si vraiment, nous les Africains, on était prêts pour la démocratie. Est-ce que le docteur Ouedraogo et le Faso autrement sont prêts pour la démocratie? Je ne fais que ça. C'est parce que je crois à la démocratie que j'ai posé le recours contre la candidature du président Roch Kaboré. C'est parce que je suis démocrate que je l'ai fait. Alors, on termine dans la sous-région ouest africaine avec la Guinée qui nous a offert, on va dire, le spectacle de cette réconciliation spectaculaire entre Alpha Condé et son opposant de toujours, Cellou Dalein Diallo, alors qu'il y a à peine 2 semaines de cela, près de 500 000 Guinéens étaient dans la rue à l'appel de Cellou Dalein Diallo et de l'opposition pour quasiment demander le départ d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, plus que le calumet de la paix qu'il fume, ça semble être l'entente parfaite entre les 2 hommes. Je suis très heureux de ce qui est en train de se passer en Guinée. Et là, vous mettez de l'eau à mon moulin. C'est toujours le même credo, la réconciliation nationale. Si Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé arrivent à se mettre d'accord, qui sera le gagnant? C'est la population guinéenne. Prions Dieu que ces 2 personnalités-là trouvent un terrain d'entente pour un meilleur devenir donc, de la Guinée. Et moi, je connais la Guinée pour y avoir servi comme fonctionnaire du PNUD. C'est un pays
qui a d'énormes richesses, d'énormes potentialités. Pour peu que les populations s'entendent, s'organisent, la Guinée ne peut pas ne pas être un pays émergent dans les prochaines 25 années. Est-ce que cette forme d'unanimisme que vous proposez dans la gouvernance politique, ce consensus global, n'est pas elle-même porteuse de danger pour l'exercice démocratique en lui-même? Je vais vous rassurer, M. Koulibaly, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rêver gouverner comme ce que vous faisiez il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tout simplement, comme dit la chanson, Nebeni ne Poukum. Les gens voient clair maintenant. Et vous ne pouvez plus tromper qui que ce soit. C'est pour cela que nous disons, la gestion de nos pays doit se faire par consensus, de façon consensuelle. C'est-à-dire que quand il y a un problème, vous réunissez tout le monde. Vous posez le problème sur la table. Tout le monde donne son point de vue et vous trouvez un terrain d'entente. Tout le monde s'élève et le met en œuvre. C'est la seule possibilité pour nous de nous en sortir. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout le monde est allé à l'école maintenant. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, le niveau d'éducation permettait à ceux qui étaient aux affaires de faire ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, là, tout le monde est allé à l'école. Donc, le monde a changé. Notre façon de gérer doit changer. Et nous sommes convaincus que la meilleure façon de gérer nos pays, c'est utiliser le consensus. Bien, on s'arrête là pour ce dimanche. Merci, Dr Ouedraogo, d'être venu sur ce plateau. Madame, monsieur, merci à vous. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Nous sommes à la fin de la saison pluvieuse de cette année et je voudrais prier Dieu le Tout-Puissant qu'il donne à notre pays des récoltes à la hauteur des espoirs des populations. Parce qu'un pays dans lequel il y a à manger et à boire, la paix est une garantie. Et c'est ce que nous souhaitons pour notre cher pays, le Burkina Faso. Voilà, donc c'est le mot de la fin par le docteur Ouedraogo. Madame, monsieur, c'est également la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le journal de 20h avec Nathalie Kaoré. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 18h45 en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir. D'accord.